Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une analyse d'opinion qui, je dois dire, a vraiment piqué ma curiosité. Elle s'intitule Thinking Africa, l'accès avant le confort. Et l'idée centrale, elle va un peu à contre-courant de tout ce qu'on entend d'habitude sur les migrations. On va explorer une thèse. Et si pour beaucoup de migrants, le facteur décisif n'était pas la richesse d'un pays, mais simplement la possibilité d'y entrer? C'est exactement ça. On est tellement habitué à voir ces classements, ces cartes du monde colorées selon le PIB par habitant, on a un peu fini par croire que c'était le seul moteur, la seule logique. Cette analyse, elle, propose de changer de lunettes. Elle suggère que pour une part très importante des migrants, notamment africains, la question pragmatique de l'accessibilité, C'est-à-dire? est-ce que je peux concrètement entrer, trouver un travail et m'installer? Eh bien, cette question pèserait en fait bien plus lourd que le niveau de confort théorique promis par les statistiques. Et il faut qu'on soit très clair dès le départ, et l'analyse insiste beaucoup là-dessus. Ce n'est pas une vérité absolue sur l'expérience de chaque personne. Non, bien sûr. C'est une grille de lecture, une interprétation basée sur des schémas, des tendances de fond qu'on peut observer. D'ailleurs, le but est de lancer une discussion. On peut tout à fait ne pas être d'accord, et c'est ça qui est intéressant. Alors, commençons par le début. Si ce n'est pas la richesse qui prime, pourquoi est-ce que ces fameux classements de PIB sont si souvent trompeurs? En fait, le problème du PIB par habitant, c'est que c'est un excellent indicateur, mais seulement. Seulement une fois qu'on est déjà dans la place. D'accord. Il nous dit quel est le pouvoir d'achat moyen, la qualité des infrastructures, le niveau des services, en gros, à quel point la vie est confortable une fois qu'on est intégré au système. Mais il ne nous dit absolument rien sur les difficultés à franchir la porte d'entrée. C'est un peu comme regarder la carte d'un restaurant 3 étoiles. Le menu a l'air incroyable, mais ça ne nous dit pas s'il y a une liste d'attente de 2 ans pour avoir une table. C'est une analogie parfaite. Absolument. Le menu, c'est le PIB. La liste d'attente, ce sont les règles d'immigration, les voies légales, la complexité administrative. Et même, je dirais, la tolérance d'un système face à des parcours qui ne sont pas parfaitement linéaires. Et la décision de migrer, elle, se prend avant de pouvoir goûter au plat. Évidemment, un pays peut être le plus riche du monde sur le papier. S'il est inaccessible, sa richesse reste une abstraction, une promesse lointaine. Donc l'idée n'est pas du tout que les migrants sont ignorants ou qu'ils ne regardent pas ces données, c'est plus subtil que ça. Oui, beaucoup plus. C'est que face à un choix concret, la porte ouverte l'emporte sur la porte dorée mais fermée à double tour. C'est ça. L'analyse ne dit pas que les classements sont inutiles, attention. Elle dit qu'ils sont incomplets pour comprendre le calcul initial. D'accord. Absolument. Et ça nous amène à une distinction qui est vraiment au cœur du raisonnement. La différence fondamentale entre le niveau de vie et l'accessibilité. Expliquez-nous ça. Le niveau de vie, c'est ce qui se passe après l'installation. C'est la qualité des écoles, la sécurité sociale, le pouvoir d'achat. Le confort, en somme. Le confort, voilà. L'accessibilité, c'est toute la phase en amont. C'est la possibilité même d'entrer, de trouver un travail, même un petit boulot dans l'informel pour commencer, et de pouvoir rester sur le territoire de manière plus ou moins stable. C'est la faisabilité du projet. Et l'analyse va plus loin en dessinant 2 portraits robots de systèmes nationaux. D'un côté, on aurait des systèmes très stricts, très régulés, qui sont optimisés pour l'assurance, la stabilité. Oui, J'imagine que ce sont des pays où il faut arriver avec le bon diplôme, la bonne offre d'emploi déjà en poche, le bon niveau de langue, le candidat parfait, quoi. c'est ça. On pourra dire qu'ils sont conçus pour la stabilité. Ils sont excellents pour gérer et maintenir un niveau de vie élevé pour ceux qui sont déjà à l'intérieur, ou ceux qui correspondent parfaitement à des critères d'entrée très très sélectifs. Et de l'autre côté, l'analyse décrit des systèmes plus flexibles. Plus poreux, Ah, qui peuvent absorber un certain degré d'incertitude, d'irrégularité, des systèmes où il est possible d'arriver et de construire son parcours progressivement sans avoir coché toutes les cases. on pourrait les appeler des systèmes conçus pour l'absorption. Voilà, c'est une bonne formule. Et il est important de noter, et l'analyse le fait bien, que ce n'est pas d'un jugement de valeur. L'un n'est pas mieux que l'autre. Non, pas du tout. C'est juste une description de leur fonctionnement, de leur architecture interne. Une différence de conception? Exactement. Pas de morale. Et c'est cette différence qui expliquerait un paradoxe apparent. Pourquoi certains États européens, extrêmement riches, avec des indicateurs sociaux au sommet, attirent en proportion moins de migrants de certaines régions d'Afrique que ce qu'on pourrait imaginer en regardant juste les chiffres? Alors explorons ça, parce que c'est un point central. L'intuition voudrait que tout le monde se presse aux portes des pays les plus prospères. L'analyse dit « non, pas si simple ».
Et la raison, ce ne serait pas une forme d'hostilité ou de rejet délibéré, mais des facteurs purement structurels. C'est bien ça. C'est le point crucial, vraiment. L'analyse met en avant plusieurs de ces facteurs. D'abord, beaucoup de ces pays ont des populations relativement petites. D'accord. Ça implique des marchés du travail plus étroits, plus spécialisés. Il y a tout simplement moins de place pour des emplois peu qualifiés ou pour une économie informelle qui sert souvent de première marche. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas «on ne veut pas de vous», c'est que le marché est tellement spécialisé qu'il n'y a pas de case pour quelqu'un qui arrive sans un profil très précis. C'est une barrière objective. Oui, et à cela s'ajoute un deuxième facteur, des seuils réglementaires très élevés. C'est-à-dire, Pour travailler, il faut un permis spécifique souvent très difficile à obtenir. Pour créer une petite entreprise, même un simple commerce, il faut un capital de départ, une connaissance des règles. C'est un mur, on imagine bien que c'est quasi impossible à gérer depuis l'étranger. très compliqué. Et il y a aussi un autre aspect qui est mentionné, leur système de mobilité est très centré sur l'Europe elle-même. Ah oui. En effet, les voies d'accès, la reconnaissance des diplômes, les accords de libre circulation, tout est optimisé pour des citoyens d'autres pays de l'Union européenne. Ça crée un système à deux vitesses, non pas par intention malveillante, mais par conception. L'entrée est fluide pour un Polonais ou un Italien, mais beaucoup plus complexe pour un Sénégalais ou un Nigérien. C'est ce qui amène l'analyse à cette phrase très forte. Cela ne rend pas ces pays hostiles, cela les rend sélectifs. Ce qui est intéressant dans cette distinction, hostile versus sélectif, c'est que ça déplace complètement le débat. Tout à fait. On n'est plus dans un jugement moral sur l'accueil ou le rejet, mais dans une analyse presque mécanique du fonctionnement d'un pays. C'est ça. L'absence de migration massive n'est pas un échec ou un manque d'attractivité, c'est la conséquence logique de leur structure. La prospérité et l'accessibilité sont simplement deux objectifs différents. Et un pays peut être extrêmement prospère parce que son système est très contrôlé et sélectif. Les deux peuvent être liés. Et c'est là que l'analyse introduit en miroir le cas des États-Unis comme l'archétype du système d'accès. D'accord. Encore une fois, le but n'est pas d'idéaliser ce modèle qui a ses propres énormes problèmes. Il s'agit de comprendre son fonctionnement structurel. Oui, parce qu'on pense tout de suite aux difficultés, à la précarité que peuvent vivre les migrants. L'analyse ne met pas ça sous le tapis, j'imagine. Pas du tout, non. Elle se contente de décrire les caractéristiques qui en font un système d'absorption. Premièrement, il existe une multitude de voies de migration bien plus diversifiées. Comme quoi, par exemple? Eh bien, le regroupement familial est très large. Il y a des visas de travail à tous les niveaux de qualification, il y a la fameuse loterie de la diversité. C'est un système avec plusieurs portes d'entrée, pas une seule. Et ensuite, il y a la taille et la nature du marché du travail. C'est radicalement différent. Radicalement. C'est un marché immense, continental, avec une énorme variété de secteurs. Et surtout, il y a une tolérance historique, de facto, pour une économie informelle très importante. Ce qui permet à beaucoup de prendre pied, en fait. Exactement. De commencer à exister économiquement, même sans avoir immédiatement tous les papiers en règle. C'est une sorte de filet de sécurité paradoxal. Et le dernier point, qui est peut-être le plus décisif, ce sont les réseaux de diaspora. Fondamental. Les communautés déjà installées, haïtiennes, éthiopiennes, nigériennes, peu importe, agissent comme des têtes de pont. Elles facilitent l'arrivée. Elles fournissent les premières informations, le premier logement, le premier contact pour un travail. C'est un facteur d'accessibilité colossal qui réduit l'incertitude. C'est ce qui amène l'analyse à cette formule que je trouve très juste. Le système américain permet aux gens d'arriver progressivement plutôt que parfaitement. On n'a pas besoin d'être le candidat idéal avant même de prendre l'avion. Voilà. Cette idée d'arriver progressivement plutôt que parfaitement est très parlante. Et ça nous conduit à la logique qui sous-tend cette décision, que l'analyse qualifie de logique de survie. Là, il faut qu'on s'arrête un instant. Logique de survie, ça peut sonner un peu misérabiliste, comme si les gens n'avaient aucune ambition. C'est une excellente question et c'est un point absolument essentiel de l'analyse. Elle prend grand soin de préciser qu'il ne s'agit pas de la logique du désespoir. Ce n'est pas l'image d'Épinal de la personne qui n'a plus rien à perdre. Non, c'est au contraire une logique profondément rationnelle, une stratégie de gestion des risques et surtout des responsabilités. Des responsabilités, c'est-à-dire? Pour de très nombreux migrants, la priorité absolue n'est pas leur propre confort immédiat. C'est la capacité à subvenir aux besoins de la famille restée au pays. Ah, les transferts d'argent. Oui, les fameuses remittances. C'est un moteur extraordinairement puissant. Et dans ce calcul, la possibilité de trouver rapidement un travail,
n'importe lequel au début, pourvu qu'il génère un revenu, devient le critère numéro un. Le calcul est donc très pragmatique. L'urgence économique immédiate, envoyer de l'argent le mois prochain, l'emporte sur la promesse d'un meilleur système de santé dans 5 ans. Précisément. Le chemin vers une éventuelle légalisation, vers la stabilité, peut être long, incertain. Mais l'impératif de subvenir aux besoins de la famille, lui, est immédiat. Le confort, l'intégration, c'est du long terme. L'accès à un revenu, même précaire, c'est un besoin de court terme vital. Et un système accessible répond à ce besoin-là. Exactement. Même si, paradoxalement, la vie quotidienne y est peut-être plus dure et moins protégée qu'en Suède ou en Danemark. On voit bien que ça déconstruit l'image un peu naïve du rêve américain. Il ne s'agit pas de rêver de devenir millionnaire, mais d'une stratégie très concrète pour assumer des responsabilités. Tout à fait. Alors, après avoir posé tout ça, l'analyse ne donne pas de conclusion toute faite. Au contraire, elle ouvre la porte à une série de questions, ce que je trouve assez stimulant. C'est vraiment une invitation à réfléchir. Oui, le but n'est pas de fermer le débat, mais de l'ouvrir sur de nouvelles bases. Et la première question est très directe. Si on accepte cette grille de lecture, est-ce que l'accessibilité n'est pas, en fin de compte, structurellement plus importante que le confort pour la majorité des migrants? C'est une question qui mérite un vrai débat. Oui. Une autre question qui est plus politique, si c'est le cas, les systèmes de migration ne devraient-ils pas être conçus différemment? Devrait-il, par principe, permettre une entrée imparfaite, avec une régularisation qui se ferait progressivement, Oui. plutôt que d'exiger la perfection dès le départ? C'est une question fondamentale de philosophie politique, et elle est liée à une autre, encore plus large. En étant si sélectifs, les pays riches et très régulés ne font-ils pas, sans le vouloir, qu'exporter la pression migratoire vers d'autres pays plus flexibles? C'est une interrogation sur la responsabilité partagée à l'échelle mondiale. Oui. Est-ce qu'un pays peut légitimement se construire comme une forteresse dorée et stable en laissant à d'autres le soin de gérer les flux et l'incertitude? Et ça débouche sur la dernière question, qui est presque existentielle pour le futur de la mobilité. Le modèle américain, avec sa grande capacité d'absorption, est-il un cas unique? Une anomalie historique? Ou est-il simplement le dernier grand système flexible qui subsiste dans un monde où la tendance est à plus de contrôle, plus de murs? Ce sont des questions puissantes. Et qui n'ont pas de réponse simple. Absolument. Et c'est là-dessus que l'analyse nous laisse. Il faut le répéter. Cette perspective n'a pas la prétention d'expliquer chaque histoire individuelle. Ce serait absurde. Chaque parcours de vie est unique. Bien sûr, mais elle offre un cadre pour comprendre pourquoi certaines dynamiques, certains grands flux, persistent, même quand ils semblent défier la logique économique des classements. C'est une interprétation, pas un verdict. Et ça nous rappelle une chose essentielle. La migration est très souvent le reflet de structures mondiales. D'inégalités, bien sûr, mais aussi de profondes différences dans la flexibilité des systèmes nationaux. C'est ça. Ce ne sont pas juste des millions de choix individuels faits dans le vide. Les décisions humaines sont toujours prises à l'intérieur d'un cadre de contraintes et d'opportunités réelles. Pas seulement sur la base de statistiques abstraites. Et pour prolonger la réflexion, peut-être qu'on pourrait se poser une dernière question qui découle de tout ça. Je vous écoute. Si les systèmes les plus stables, les plus sûrs et les plus prospères sont aussi structurellement les plus inaccessibles, quel type de mobilité mondiale cela dessine-t-il pour le siècle à venir? Est-ce qu'on se dirige vers un monde où les opportunités seront de plus en plus confinées à l'intérieur de forteresses réglementaires, laissant la majorité de l'humanité face à des portes fermées? C'est une question qui dépasse largement notre discussion d'aujourd'hui, mais qui me semble être la suite logique de cette analyse.